et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 13 décembre 2017 pour le cours d'Henri Laurence, les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914, aujourd'hui grecs, turcs et britanniques. En mars 2021, la Grèce rejette l'arbitrage et s'en tient au traité de Sèvres, tandis qu'on élargit les propositions faites aux Turcs, avec un système de protection des minorités. Mais le problème, c'est qu'on ressort les solutions du XIXe siècle, alors qu'elles n'ont pas fonctionné au XIXe siècle, et elles pourraient encore moins fonctionner maintenant. Mais surtout, à Londres, l'Angleterre perd ses alliés. D'abord, ce sont les Italiens qui ont compris qu'ils n'auraient pas le moyen de se maintenir militairement en Anatolie. C'est trop cher. Et donc, ils préfèrent signer avec les kémalistes le 12 mars 21 un accord prévoyant l'évacuation des troupes italiennes d'Anatolie contre, en théorie, des promesses d'accords économiques dans la Turquie nouvelle en faveur de l'Italie. Ce qui compte, c'est l'évacuation italienne qui est terminée en juillet 1921, les Italiens concentrant leur effort diplomatique sur l'Adriatique avec la question de Fiume. Mais les Français font de même et concluent aussi en marge de Londres un accord avec les kémalistes le 9 mars 1921. La France s'engage à se retirer de l'essentiel de la Cilicie, là encore contre de larges concessions économiques. Briand, qui est président du Conseil, considère qu'il n'y a pas de majorité parlementaire pour ratifier le traité de Sèvres, et de toute façon, il faut relancer ce que les gens de la Troisième République appellent la politique musulmane de la France, et elle passe, cette politique musulmane, par un accord avec Angora, comme on dit, à l'époque. Enfin, le 16 mars, toujours, 21, les kémalistes signent un traité de paix, enfin un traité d'amitié plutôt, avec l'Union soviétique en formation. Alors, il faut le rappeler, j'ai déjà dit, c'est la diplomatie de Lénine, enfin à ce moment-là, qui fait le coup en quelques semaines de signer 3 traités d'amitié avec la Turquie, la Perse et l'Afghanistan, ce qui va assurer de la tranquillité de la frontière russe, au sud de la Russie, durant tout l'entre-deux-guerres. Et ce sera la stupidité de Staline en 1945 de remettre en cause ces traités. De ce fait, il n'y a plus de cordon sanitaire entre la Méditerranée et la Chine, sur les bords de l'Union soviétique, alors qu'il y a un cordon sanitaire en Europe avec les États issus de la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc, le projet d'un islam révolutionnaire soulevant l'Orient contre les puissances impérialistes a fait long feu au profit d'un réalisme diplomatique du pouvoir soviétique. De ce fait, ayant des accords avec la France, l'Italie et l'Union soviétique, les kémalistes se sentent en position de force et la Grande Assemblée nationale d'Angora rejette les projets de la conférence de Londres. Ce qui fait que les Grecs vont se lancer dans un effort quasi démesuré par rapport à leurs faibles moyens, en mettant en ligne 200 000 hommes, et ils pensent pouvoir l'emporter parce que les kémalistes ont à peu près des troupes de même nombre. Ils pensent que les Grecs, ils ont un meilleur matériel, et donc ils vont l'emporter. Alors la première offensive grecque est arrêtée à la seconde bataille d'Inonu, toujours par Ismet Pacha, le compagnon d'armes de Mustafa Kemal. Puis en juin 21 commence la grande offensive grecque vers Ankara, et les Turcs doivent faire retraite jusqu'à 75 km d'Angora, le long de la Sakarya. Et Mustafa Kemal
prend le contrôle des affaires civiles et militaires, se déplace lui-même sur un front et jette les dernières forces de la Turquie. La Turquie est en guerre depuis 10 ans, hein, et le pays est dévasté. Donc vraiment, on met en ligne tout ce qu'on peut disposer. Et de l'autre côté, les lignes de communication grecques sont absolument démesurées, traversant un pays dévasté par une politique de terre brûlée, accompagnée de destruction de villages et d'agglomérations pour chasser les musulmans qui mènent une politique d'action de guérilla sur les lignes de communication de l'armée grecque. Et c'est donc la terrible bataille de la Sakarya entre les Grecs et les Turcs. Elle dure du 23 août au 12 septembre 1921, 100 000 Grecs contre 90 000 Turcs sur un front de 100 km. Une nouvelle fois, les Turcs vont se montrer des maîtres dans le combat défensif, en jouant sur la défense en profondeur, selon les enseignements de la Grande Guerre. Et à partir du 11 septembre, c'est les Turcs qui prennent l'offensive et les Grecs reculent à peu près en bon ordre, mais en dévastant tout le pays, enfin ce qui reste d'un pays déjà dévasté, détruisant les chemins de fer, les ponts, etc., pour assurer leur retraite. Et donc ils reviennent aux positions de juin 1921 à l'automne. Alors, les Grecs ont virtuellement perdu la guerre, ça c'est clair, après la Sakarya, mais ils espèrent encore un arbitrage international. Mais la cause grecque a beaucoup perdu d'impact international à cause des violences commises. Les soldats grecs qui vivent sur le pays ont pillé le pays, surtout le passage. Les bombardements de la marine grecque en mer Noire contre les ports musulmans ont aussi fait beaucoup de victimes civiles, ce qui a provoqué des représailles de la part des musulmans sur les chrétiens de la région. En réalité, il faut être clair, ce qui fait le caractère assez abominable de cette guerre gréco-turque, c'est que les deux côtés, on exerce du nettoyage ethnique en même temps que ce combat. Et c'est en ce sens-là qu'on est directement dans la continuation des guerres balkaniques de 1912 à 1913. Et aussi, ceux qui pourraient paraître neutres entre les deux camps, par exemple les Alévites de Turquie, se trouvent aussi maltraités par les Grecs que par les kémélistes. Alors, les Anglais trouvent que les Français et les Italiens les ont trahis. Comme l'accord de Londres ne fonctionne pas très bien, les Français ont envoyé un sénateur radical socialiste, ça c'est du lourd, Henri Franklin-Bouillon, négocier avec Mustapha Kemal. Et donc Franklin-Bouillon est à Angoran et suit Mustapha Kemal du 20 septembre au 20 octobre 1921, ce qui va aboutir à ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de l'encore Franklin-Bouillon, Mustapha Kemal, et aussi appelé traité d'Ankara. La France s'engage à évacuer toute la Cilicie et à définir la frontière syro-turque par le tracé du chemin de fer de Bagdad. Du fait qu'il existe une minorité turcophone dans le mandat français, les Français inventent une circonscription administrative qui n'existait pas auparavant, qui est le Sandjak d'Alexandrette. Mais en gros, le problème du Sandjak d'Alexandrette, c'est que vous n'avez pas de majorité. Parce qu'on considère les Arabes comme étant des musulmans sunnites,
ou des alaouites. Les Turcs sont sunnites et recoupent les turcomans, vous avez des chrétiens et vous avez des juifs. Donc, quel que soit le type de combinaison que vous mettez, c'est-à-dire à la fois l'ethnique et le religieux, vous ne pouvez pas dégager une majorité. Alors, dans l'accord Franklin-Bouillon, les Français obtiennent en théorie des garanties de protection pour les minorités. Mais sur place, en Cilicie, personne n'a d'illusion. Les populations chrétiennes, c'est-à-dire essentiellement des Arméniens, les collaborateurs turcs des Français et une partie des Alaouites de Cilicie cherchent à fuir l'arrivée du pouvoir kémaliste. Donc va se passer une scène assez tragique au début, qu'on va retrouver dans d'autres passages du XXe siècle. Gouraud ordonne à ses officiers de refuser le départ des réfugiés de Cilicie, et les officiers vont d'ailleurs refuser l'ordre et laisser partir les réfugiés de Cilicie. Et finalement, Gouraud s'incline et on organise le départ de milliers de réfugiés. Et donc, c'est la grande vague arménienne qui arrive sur le mandat français. C'est moins les survivants du génocide de 15 que les survivants de Cilicie en 21 qui vont arriver en particulier au Liban. Et en fait, l'exode de Cilicie va entraîner l'exode de tous ceux qui restent d'Arméniens en Anatolie centrale. Au passage, ça augmente un peu le nombre de chrétiens dans le Sanjak d'Alexandrette. Alors, à Londres, Lloyd George est de plus en plus isolé dans son philhellénisme. Churchill a été depuis le début le critique véhément de l'aventure grecque et Curzon le soutient. Quant à Montaigu, ça fait longtemps qu'il multiplie les signaux d'alarme par rapport à l'agitation des musulmans indiens en faveur des Turcs. Le problème, c'est qu'on reconnaît que les Grecs ont multiplié les exactions au détriment des populations musulmanes, mais que la reconquête turque signifie l'exode des chrétiens anatoliens. Donc, on discute entre alliés au début de 1922, car on ne veut pas que la victoire kémaliste relance une agitation pan-islamique à l'intérieur de grands empires coloniaux. Parce que c'est toujours la question, ces musulmans qui risquent toujours de se soulever contre la domination française ou la domination britannique. Donc, Mustafa Kemal comprend parfaitement le message et répond, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Empire ottoman, enfin, c'est ce qui reste de l'Empire ottoman. Il n'est absolument pas question de pan-islamisme et de faire la guerre à tous les peuples du monde. On discute dans une conférence tripartite franco-italo-britannique d'un armistice pour permettre l'évacuation des troupes grecques d'Anatolie et la mise en place d'un contrôle international sur l'Anatolie pour protéger les populations. Mais toutes les parties intéressées ergotent sur les conditions et on n'arrive pas à un accord, en particulier parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la trace. Car l'idée que si l'armée grecque évacue en bon ordre l'Anatolie, elle peut se reconcentrer en Thrace. Donc, le 26 août 1922, l'armée turque reprend l'offensive après avoir bien encaissé le premier choc. Les lignes grecques sont offensées le 27 août et l'ordre est donné à l'armée turque d'aller directement sur la Méditerranée sans s'arrêter, tandis que l'armée grecque en décomposition brûle tout sur son passage, faisant des milliers de victimes. Et c'est là où se noue le drame de Smyrne. La Grande-Bretagne
la France, les États-Unis et l'Italie ont envoyé des bâtiments de guerre dans la rade de Smyrne, mais exclusivement pour protéger leurs ressortissants. La ville se trouve sans autorité après la fuite du commandement grec et personne ne peut négocier la reddition quand les troupes kémalistes arrivent aux abords de la ville le 9 septembre 1922. Si au début tout se passe en ordre, très rapidement les violences se généralisent aux dépens des populations chrétiennes, avec lynchage de notables, meurtres, viols. Et le 13 septembre, un terrible incendie éclate à partir du quartier arménien et se répand dans l'ensemble de la vieille ville. Des milliers de réfugiés tentent de se réfugier auprès de la flotte internationale. Une partie est acceptée, une autre est refusée. Alors la discussion portera jusqu'à nos jours sur l'intentionnalité ou non de l'incendie de Smyrne, qui est un des grands drames emblématiques du XXe siècle. L'accusation a porté immédiatement sur les kémalistes qui ont répondu en rejetant le crime sur les Grecs et les Arméniens. Pour les Arméniens, ça paraît difficile, mais sur la préméditation, la question reste ouverte. L'incendie ayant pu être une conséquence des violences et des pillages en cours. Mais ce qui est essentiel, c'est que tout le monde a vu dans l'incendie de Smyrne la fin d'un monde, la destruction de la cité levantine, symbole du pluralisme hérité du XIXe siècle. Et là, c'est bien un début du kémalisme que de faire disparaître la civilisation levantine de la fin du XIXe siècle. 2 à 300 000 réfugiés ont pu être transportés en Grèce continentale, mais plus de 100 000 hommes de 18 à 45 ans, c'est-à-dire ayant l'âge de porter les armes, ont été déportés en Anatolie et le plus grand nombre mourra dans cette déportation. Donc le chiffre des victimes est absolument considérable. Donc là, on est en fin de partie dans la seconde semestre de l'année 1922. La France et la Grande-Bretagne ne se sont pas opposées frontalement au kémalisme à partir du moment où Mustafa Kemal acceptait de ne pas revendiquer les anciennes provinces arabes de l'Empire ottoman. Maïsaloun avait montré l'impossibilité d'arriver à un accord entre un nationalisme arabe émergent et la politique impériale française. Tout en restant dans le discours de la politique musulmane, les autorités françaises considèrent maintenant que le nationalisme arabe est un danger non seulement pour la France du Levant, mais pour l'Afrique du Nord. Elles s'agissent donc symétriquement aux Britanniques, qui, eux, voient un danger pan-islamique pour l'Empire de l'Inde. La création du Grand Liban était la récompense du ralliement des chrétiens à la politique française et la volonté de continuer l'expérience levantine dans un cadre plus national. En revanche, la Syrie avait été divisée en plusieurs États et territoires, aussi bien dans une politique de diviser pour régner que pour émanciper les non-sunnites de la domination sunnite. Gouraud a ainsi créé un État de Damas, un État d'Alep, un territoire autonome des Alaouites, gouverné à partir du port de Latakia, un État du Djebel Druze, et la Jésirée, c'est-à-dire la vallée de l'Euphrate, est un territoire directement géré par les militaires français. Le Haut-Commissariat se retrouve à Beyrouth. Les délégués du Haut-Commissaire siègent auprès du gouvernement locaux et les officiers du service de renseignement, le SR, quadrillent le pays. Néanmoins, pour des raisons de coût, Alep, Damas et Latakia sont réunis dans une fédération syrienne. Toutes ces dimensions-là sont, pour ainsi dire, administratives. Le mandat français forme une unité économique et monétaire
Et en dehors du budget des États, il y a ce qu'on appelle les intérêts communs, les douanes, les PTT, etc., qui forment un budget global géré par le Haut-Commissariat. Donc en réalité, les Français gèrent le mandat comme un espace unique, même s'ils ont multiplié les États. Les Libanais y sont hostiles, jugeant que l'essentiel des recettes douanières viennent du port de Beyrouth et que leur indépendance par rapport à la Syrie n'est pas effective. Politiquement, les Français s'appuient sur le groupe des notables, qui en général a été fidèle aux Ottomans jusqu'à la fin. Ils poussent ainsi à définir une nation syrienne différente de l'arabisme, mais avec une relative prudence, du fait de l'irrédentisme syrien au détriment du Grand Liban, c'est-à-dire Tripoli et la Bekaa. Mais les Français ne s'opposent pas à un arabisme culturel. Ça, c'est toujours des complexités des situations historiques. Ainsi, les Français acceptent et président la fusion de l'école de droit et de l'école de médecine de Damas pour créer l'université syrienne de langue arabe. Donc la première université de langue arabe, c'est les Français qui la créent à Damas au début du mandat. Je rappelle que les deux universités du Proche-Orient, Saint-Joseph est en français et l'université américaine de Beyrouth est en anglais. Et que l'université du Caire n'existe pas vraiment encore à cette date. Donc la première université arabe, celle de Damas, est un produit du mandat français. Il en est de même pour l'Académie de langue arabe de Damas, créée en 1918 par Faisal, et qui est continuée et honorée par les Français. Donc on voit bien qu'en Syrie, les Français acceptent parfaitement un arabisme culturel, alors qu'ils maintiennent une ligne beaucoup plus francophone au Liban. Mais ça, c'est toujours les complexités des situations historiques. À Beyrouth, l'université américaine est un sanctuaire de l'arabisme, tandis que l'université Saint-Joseph jésuite est un sanctuaire du libanisme. Mais à Saint-Joseph, il y a une faculté arabe, qu'il n'y a pas à l'université américaine. Et Saint-Joseph publie des revues en arabe, ce que ne fait pas l'université américaine. Donc là encore, il faut distinguer un arabisme politique d'un arabisme culturel. Alors, puisqu'il n'y a pas de traité de Sèvres, il faut retrouver une légitimité juridique au mandat, et donc ça passera par la rédaction de charte du mandat, qui doit être entérinée par la Société des Nations. Et la question est que les Britanniques et Faisal ne veulent pas de charte du mandat sur l'Irak. Officiellement, l'Irak ne sera pas un mandat britannique, même s'il en reste sous le contrôle de la Société des Nations. Dès le départ, l'idée a été acquise qu'il y aura un traité signé librement par le gouvernement irakien, maintenant à la présence britannique en Irak, mais sans passer par la Société des Nations. Donc il n'y aura pas de charte du mandat sur l'Irak. Mais la question est que Faisal, lui, il veut un Irak le plus indépendant possible dans une démarche gradualiste, en essayant à la fois de construire une nation irakienne par le biais de l'administration et de l'armée et d'une politique des notables, mais en s'opposant autant aux Britanniques qu'en collaborant avec lui. Et dans sa politique, Faisal va de plus en plus s'appuyer sur les anciens officiers de l'armée ottomane. Alors, il faut donc un traité. Et le projet de traité que les Britanniques proposent à Faisal ne laisse à l'Irak qu'une sorte de petite autonomie administrative, c'est-à-dire tout ce que le mandat aurait donné aux Britanniques sans le mot mandat. Les Irakiens n'en veulent pas et Faisal résiste pied à pied au projet, ce qui risque de remettre en cause sa toute récente monarchie. Churchill commence à trouver que Faisal est bien ingrat. Il commence à dire qu'il faudrait peut-être qu'il pense à chercher un troisième trône s'il continue.
Finalement, opportunément, mais réellement, le 24 août 1922, Faisal a une crise d'appendicite, ce qui permet au commissaire britannique de saisir la totalité des pouvoirs et de mettre les opposants en prison, et ainsi de faire accepter le traité par un gouvernement irakien pendant que le roi est à l'hôpital. Mais le gouvernement irakien a pris la précaution habituelle d'exiger une ratification du traité par une assemblée élue, ce qui va retarder la question. En ce qui concerne la Palestine, Churchill à Londres et Samuel à Jérusalem ont tenté de trouver une solution de conciliation. Et cela a échoué et ça interdit toute institution représentative en Palestine. Parce que soit ces institutions ont un pouvoir réel et les Arabes, qui constituent la très grande majorité de la population, en profiteraient pour bloquer le sionisme, soit elles n'ont pas de pouvoir et les Arabes ne veulent pas d'institutions représentatives qui n'ont pas de pouvoir. Churchill est donc amené, en tant que secrétaire d'État au Colonial Office, à faire l'exégèse du projet de charte du mandat sous la forme d'un livre blanc publié le 18 juin 1922. On a déclaré sans y être autorisé que le but était la création d'une Palestine entièrement juive. Des phrases telles que la suivante ont été prononcées: la Palestine doit devenir aussi juive que l'Angleterre est anglaise. Et ça, on affirme que non. On n'envisage pas que la Palestine dans son ensemble sera convertie en un foyer national juif, mais qu'un tel foyer sera établi en Palestine. Donc, ce qu'on appelle le livre blanc de Winston Churchill nie ou rejette l'hypothèse de la création d'un État juif en Palestine. Alors, quand on regarde dans les archives britanniques, on s'aperçoit qu'en fait, les Britanniques ont fait des projections démographiques qui ont montré que, logiquement, les Juifs ne pourraient jamais obtenir la majorité de la population en Palestine. Et donc, à partir de ce moment-là, on pouvait retirer l'hypothèse de la création d'un État juif. Alors, les sionistes acceptent le texte parce que ce texte leur donne une légitimité internationale et mettre de côté la question de l'État juif qui reviendra au moment venu dans un autre rapport de force, mais les Arabes rejettent le livre blanc puisque ça ne reconnaît pas que la Palestine est arabe. Les États-Unis, qui ne sont pas membres de la SDN, ont fait savoir qu'ils exigeaient dans tous les mandats l'égalité d'accès économique et le maintien des droits capitulaires. Cette seconde demande n'est pas acceptable pour les puissances mandataires. Et finalement, il y a eu un accord entre les États-Unis et les puissances mandataires qui suspend les capitulations pour la durée des mandats. Elle ne les abolit pas, mais elles sont suspendues. Et donc la question des capitulations reviendra à l'ordre du jour au moment des indépendances. Donc le 24 juillet 1922, le Conseil de la Société des Nations réuni à Londres adopte simultanément les chartes des mandats sur la Palestine et la Syrie, non sans âpres négociations de la dernière heure, surtout dues aux Italiens qui exigent des concessions économiques en Syrie. Donc en juillet 22, les dossiers irakiens, palestiniens et syriens sont bouclés. Reste l'Anatolie. Les Britanniques comptent toujours maintenir la neutralité de la zone des détroits et interdire aux kémalistes de passer en Europe. Mais les troupes turques remontent maintenant vers le nord et rapidement l'accès de fixation va être à Chanak quand les troupes kémalistes arrivent au contact avec les troupes britanniques. Les Britanniques demandent le soutien des troupes françaises et italiennes, mais les Français et les Italiens ont retiré leurs troupes sur la rive européenne et refusent de participer à la défense de Chanak face aux kémalistes. Londres demande
aux États balkaniques d'agir, mais les États balkaniques sont tellement contents de la déconfiture grecque qu'il n'est pas question de bouger. Donc, le 15 septembre 1922, Londres fait appel aux Dominions pour leur demander des renforts pour faire face à la crise. Et le 16 septembre, une déclaration marque qu'il ne s'agit pas seulement de la liberté de circulation dans les détroits, mais le risque de remise en cause des résultats de la Grande Guerre, non seulement dans les pays musulmans, mais chez les États balkaniques. Les Dominions ne se sentent pas concernés par la crise, à l'exception de la Nouvelle-Zélande et de Terre-Neuve, et l'opinion publique britannique est très hostile à la guerre. Ça, c'est un épisode essentiel de l'histoire britannique. Les Dominions refusent d'entrer automatiquement en guerre à la demande de la mère patrie. C'est ça le sens de l'incident de Chanak. Ils entreront en guerre en septembre 1939, mais ils refuseront pour une guerre coloniale. Alors, Lord George continue ce qu'on appellerait aujourd'hui une politique au bord du gouffre, menacé de faire la guerre pour éviter de la faire. Le 23 septembre, les forces turques sont maintenant à Chanak et très habilement commandées, elles refusent de se retirer tout en refusant de combattre. C'est-à-dire l'astuce des Turcs, c'est de se mettre en position face aux troupes britanniques sans tirer un coup de feu. Pour que s'il y ait coup de feu, ce soit les Anglais et pas les Turcs qui soient responsables de l'ouverture des hostilités. Et les Britanniques ne veulent pas apparaître comme les agresseurs. Et donc, les Alliés demandent aux Turcs de se tenir tranquilles et acceptent le point fondamental, qui est que les troupes alliées vont évacuer la zone des détroits et la Thrace, qui va repasser intégralement à la nouvelle Turquie. Et donc, cette politique de tension va durer jusqu'au 3 octobre 1922, où un armistice est signé à Moudania. Et dans l'armistice de Moudania, c'est Ismet, le vainqueur des 2 batailles d'Inonu, qui signe l'accord le 11 octobre, qui assure l'évacuation des troupes alliées du reste de la Turquie. Alors, dans l'histoire britannique, l'incident de Chanak va provoquer la révolte des députés conservateurs qui mettent fin au gouvernement d'union nationale avec les libéraux de Lloyd George le 20 octobre 1922. Et Bonar-Law, le nouveau premier ministre conservateur qui avait déclaré que l'Angleterre n'était pas le policier du monde, forme un nouveau gouvernement, Curzon conservant encore les affaires étrangères. Et chronologiquement, le 31 octobre 1922, Mussolini devient président du Conseil en Italie. Le 1er novembre 1922, dans la nuit, après un débat passionné, la Grande Assemblée nationale vote l'abolition du sultanat ottoman, consacrant ainsi le passage de la souveraineté de la monarchie à l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, le dernier sultan ottoman se réfugie sur un navire de guerre britannique et, après un bref séjour au Hedjaz, il se retira à San Remo, où il mourra le 15 mai 1926. Son cousin Abdul-Mejid lui succède, mais seulement comme calife. Ce sera le dernier calife ottoman. La conférence de la paix s'ouvre à Lausanne le 21 novembre 1922, sous la présidence de Lord Curzon. Toutes les frontières de la Turquie sont déjà fixées, à l'exception de celle avec l'Irak. Les Kémalistes revendiquent toujours le vilayet de Mossoul,
où se trouve une importante population kurde et du pétrole, enfin virtuel parce qu'on n'a pas encore exploité. C'est la délégation turque qui est conduite par Ismet Pacha qui défend avec opiniâtreté les revendications de son pays. Les négociations sont difficiles puisque aussi bien leur Curzon que Ismet font assaut de mauvaise foi. Dans le genre de leur Curzon, c'était jamais l'Angleterre n'a pensé au pétrole du Moyen-Orient, par exemple. Elles sont longues et après, les Français et les Italiens veulent conserver leurs intérêts économiques, mais doivent accepter la suppression définitive des capitulations. Une convention à part signée le 30 janvier 1923 entérine un échange de population entre la Turquie et la Grèce. En tout, 1 200 000 Grecs orthodoxes, si on compte les réfugiés d'avant Lausanne, sont réinstallés dans le royaume de Grèce contre 400 000 musulmans expulsés à leur tour. C'est la poursuite du nettoyage ethnique et de l'homogénéisation des populations enclenchée par la balkanisation. Pour la Grèce, c'est le grand événement, je veux dire, dans l'histoire grecque, tout a changé après l'échange de population, parce que la population de la Grèce a changé. C'est l'acte terminal de la balkanisation en ce qui concerne l'Anatolie, puisque la balkanisation, elle se poursuit encore de nos jours, avec le Kosovo, la Bosnie, etc. Les traités prévoient bien des garanties pour les minorités restant à Istanbul et pour les musulmans de la Thrace grecque, mais ces minorités vont décliner progressivement, sauf les musulmans de Thrace, puisque je ne sais pas si vous avez vu dans la presse la récente visite d'Erdogan a soulevé la question des musulmans de Thrace par rapport au gouvernement grec. Cet échange obligatoire créera un exemple et un précédent dans les relations internationales. Les sionistes y penseront immédiatement en ce qui concerne la Palestine. Ce sera ensuite le modèle pour les transferts de population à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, puis lors des décolonisations. Ce terrible XXe siècle. La question de Mossoul est transférée à un arbitrage de la Société des Nations, puisque fort opportunément, les Britanniques se sont brusquement rappelés que l'Irak était un mandat britannique, enfin était un mandat de la Société des Nations. Mustafa Kemal joue à la fois de sa position de force, les Occidentaux ne lui feront pas la guerre, et de sa capacité à se mettre en position d'équilibre entre les puissances, jouant de la Russie soviétique contre les Alliés en ce qui concerne les détroits, la Grande-Bretagne contre la France et l'Italie dans le domaine économique. Il tente même d'impliquer les États-Unis qui ne sont qu'observateurs à Lausanne, mais ça ne marche pas. Les représentants américains peuvent bien prendre la défense des Arméniens et de l'ensemble des chrétiens d'Orient. Ils n'ont aucune voix délibérative. Mais la Turquie est un pays épuisé par plus de 10 ans de guerre. Une bonne partie de l'Anatolie est en ruine. Le pays a perdu la plus grande partie de ses élites économiques, arméniennes et chrétiennes. Le turquisme de Mustafa Kemal n'a ni les ambitions ni les moyens de se lancer dans une guerre de reconquête, et donc le kémalisme va apparaître comme un facteur de stabilité dans les relations internationales. En réalité, le kémalisme va se lancer dans une œuvre de construction intérieure d'une extrême brutalité. Le traité de Lausanne est signé le 24 juillet 1923 à Lausanne. C'est l'acte de décès de l'Empire ottoman. Les États successeurs sont affranchis de toute servitude, à l'exception de la dette ottomane, qu'ils doivent se partager. Mais il faut dire que la dette ottomane sera liquidée dans les années suivantes sur sa valeur nominale. Or, comme vous avez une inflation de l'ordre de 500%, le franc de Poincaré, c'est 20% du franc de 14. Donc, si la dette ottomane est liquidée en nominal, elle a perdu 80% de sa valeur. Il y aura des disputes pour savoir si on doit la payer en or, mais ça paraissait tellement impossible qu'on ait bien payé en nominal. En parallèle, un traité turco-américain
a été signé le 6 août, rétablissant les relations diplomatiques entre la Turquie et les États-Unis, qui renoncent à leurs droits capitulaires. Une convention d'extradition l'accompagne, mais le Sénat des États-Unis refusera de la ratifier. La Russie soviétique signe le 7 août la convention des Détroits, qui accompagne le traité de Lausanne, affirmant la liberté de passage aérien et maritime, la démilitarisation des détroits et la souveraineté turque. Le 23 août, la Grande Assemblée nationale ratifie le traité de Lausanne, ce qui donne le signal de l'évacuation des troupes alliées de Constantinople. Le 6 octobre, l'armée turque entre à Istanbul. Je fais exprès de dire les Alliés quittent Constantinople et les Turcs entrent à Istanbul. Parce qu'on voit le symbole de changement de signification de la ville. Angora, qu'on va bientôt appeler Ankara en français, va devenir la capitale de la nouvelle Turquie. Et le 30 octobre, la Turquie devient officiellement une république. Donc, pour ce qui concerne les mandats, il y aura une série de traités entre les États-Unis et les mandats, fixant la suspension des droits capitulaires et le principe de la porte ouverte, c'est-à-dire le fait que tous les pays ont le droit à l'accès au marché à égalité. Il n'y a pas de préférence pour une quelconque puissance, y compris la puissance mandataire. Les Dominions n'ont pas été présents à Lausanne, mais doivent signer chacun à leur tour le traité, enfin ratifier à leur tour les traités de façon individuelle. Donc on voit que les Dominions prennent de plus en plus d'indépendance sur le plan juridique. Lausanne est un immense succès qui donne à la Turquie un statut de totale égalité avec les puissances occidentales. Aucun pays dit oriental, à l'exception du Japon, n'était alors dans ce cas, et c'est le seul pays musulman à en bénéficier. Mais le modernisme autoritaire du kémalisme l'engage dans une autre voie que celle de représentant de l'islam sur la scène internationale. Tout est dit dans le discours du 20 août 1923 de Mustafa Kemal. Dans le nouveau traité qui nous est offert, on ne trouve peu de traces de la Grande Arménie. Les provinces de Kars, d'Ardéane sont rentrées dans le giron de la mer Batterie, ce sont les territoires perdus en 1878. Le gouvernement du Pont, c'est-à-dire de mer Noire avec ses partisans, sont éliminés. Les zones d'influence ont disparu pour toujours. La Turquie se voit attribuer les mêmes droits dont jouissent les peuples civilisés. Néanmoins, les succès que nous venons de remporter nous ont assuré qu'un chemin ouvert vers le progrès et la civilisation. La tâche qui nous incombera à nous et à nos descendants, c'est de marcher sans défaillance dans cette voie. Nos espoirs, notre énergie, notre unité d'action seront les garants du succès des efforts que nous allons entreprendre sur la voie du progrès et de la civilisation, c'est-à-dire de l'européanisation ou de l'occidentalisation. Cette occidentalisation va se faire de façon autoritaire dans un pays considérablement appauvri et meurtri par les violences. Durant l'année 1923, Mustafa Kemal va éliminer progressivement toutes les forces qui pourraient s'opposer à lui une fois la victoire obtenue. Il établit un parti majoritaire à sa dévotion, le Parti du peuple, dont la vocation sera de devenir un parti unique. Le 29 octobre 1923, la Constitution est modifiée, donc la Turquie devient une république et Mustafa Kemal son président. Les opposants tentent de se regrouper autour du calife et le président de la République de Turquie va profiter d'une protestation de musulmans indiens qui avaient pourtant soutenu la guerre d'indépendance. Donc protestation en faveur du calife pour la définir comme une ingérence dans les affaires internes de la Turquie. Une fois assuré de la loyauté de l'armée envers sa personne, Kemal fait voter les 2-3 mars 1924 par l'Assemblée toute une série de mesures qui comprend la création d'un système scolaire unifié, supprimant les écoles religieuses musulmanes et finalement l'abolition du califat
la famille impériale est exilée de Turquie. Le 4 mars 1924, le dernier calife ottoman, Abdülmecid II, quitte Constantinople par l'Orient Express pour la Suisse. Ensuite, il s'établira en France et mourra à Paris en août 1924. Il sera enterré à Médine. Les résistances à l'abolition de la magistrature suprême de l'islam sont faibles, tant le prestige du Raze, Mustafa Kemal, du combattant, est immense et la fatigue de la population forte. Alors, il nous reste un coin à voir, c'est l'Égypte. On n'a pas vu, parce que c'est une affaire strictement anglo-égyptienne. Dans la période, la révolution de 1919 a montré qu'il n'était plus possible de s'en tenir à une politique des notables, puisque le Wafd autour de Saad Zarloul avait la capacité d'agir sur la totalité du territoire égyptien. Le nouveau commissaire Allenby a obtenu l'envoi d'une commission d'enquête en Égypte pour étudier le nouveau statut du pays. La mission a été accordée à Alfred Milner, le grand impérialiste, celui qui avait été le maître de l'Afrique du Sud après la guerre des Boers, et qui est à l'époque secrétaire d'État au Colonial Office, qui est considéré comme un spécialiste de l'Égypte parce qu'il avait écrit sur le sujet et qui est donc un expert en questions coloniales. Son but est de restaurer le mythique protectorat voilé qui aurait été le cas de l'Égypte à l'époque de Lord Cromer, c'est-à-dire des Égyptiens qui obéissaient à des consignes discrètes des conseillers britanniques. Mais quand la commission Milner arrive en Égypte, elle est totalement boycottée par les nationalistes égyptiens qui interdisent à tout officiel égyptien de rencontrer la commission britannique. Milner est de toute façon déjà arrivé à ses conclusions que ça n'a aucun intérêt de tenir le pays en soi. Ce qu'il faut conserver, c'est la politique étrangère de l'Égypte, l'armée, la sécurité des investissements. Donc il faut arriver à un accord qui donnerait à l'Égypte une grande autonomie interne, tout en rendant la présence britannique légitime. Les habitants devront seulement s'habituer à une administration moins efficace, puisque les Britanniques ne seront plus là pour les diriger. C'est ça que pensent les Britanniques. De même, ça c'est un autre problème. Sur cette base, Milner tente une négociation avec Saad Zarloul à Paris. L'idée est qu'en abandonnant la formule du protectorat et en accordant des symboles de souveraineté aux Égyptiens, l'essentiel du pouvoir pourrait être conservé avec le contrôle de la politique étrangère, le stationnement des forces britanniques sur le sol égyptien. Saad Zarloul accepte le principe d'une Égypte indépendante sous forme d'une monarchie constitutionnelle avec des institutions représentatives, mais n'est pas dupe du maintien d'un protectorat sans le nom et exige de pouvoir consulter ses mandants, c'est-à-dire de rendre publiques les propositions britanniques, c'est-à-dire enregistrer les concessions britanniques sans rien avoir cédé de son côté. Donc évidemment, ça déplaît à Milner. Ces propositions rencontrent aussi de fortes oppositions à l'intérieur du cabinet britannique. Le risque pour les vieux impérialistes, c'est de voir les intrigues françaises reprendre en Égypte une fois que l'Angleterre a cédé la place. Mais d'autre part, on ne peut pas se permettre de maintenir éternellement une occupation militaire de l'Égypte. Ça coûte trop cher. Toujours ce problème des coûts. Et ayant échoué avec Zarloul, les Britanniques tentent d'arriver à un accord avec ses rivaux plus modérés et appellent le gouvernement égyptien à entamer des négociations directes avec Londres le 21 février 1921. Zarloul accepte de rentrer en Égypte pour diriger la délégation et il rentre le 5 avril 1921 dans une gigantesque mobilisation populaire
qui montre que c'est bien le Wafd qui représente la population égyptienne. Et il devient clair que ce qu'on appelle les modérés, c'est-à-dire les non-wafdistes, ne pèsent rien face à Saad Zarloul. Alors, LNB en a assez. Et le 23 décembre 21, Saad Zarloul est arrêté et ensuite exilé aux Seychelles. À l'époque, c'était considéré comme une punition terrible. Vous n'avez pas l'air conditionné. Hein? Ensuite, Allenby force la main du gouvernement britannique en menaçant de démissionner si sa ligne d'action n'est pas acceptée. Et la déclaration prend la forme d'une lettre au sultan Fouad le 28 février 1922. Le protectorat britannique est terminé et l'Égypte est reconnue comme un État souverain indépendant. 4 réserves sont soumises à des négociations ultérieures. Les communications impériales, c'est à ce moment-là que le terme sécurité des lignes de communication impériales s'impose dans la stratégie britannique. La défense de l'Égypte, la protection des étrangers et le Soudan dit anglo-égyptien. Donc, le 15 mars 1922, l'Égypte est considérée comme indépendante et immédiatement, le sultan Fouad prend le titre de roi Fouad Ier, puisque c'est le mécanisme que je vous ai expliqué, c'est la multiplication des monarchies arabes à partir de la Grande Guerre. Donc le premier roi, c'était Hussein au Hejaz, le second, c'est Faisal en Syrie, puis en Irak, le troisième, c'est Fouad en 22, en Égypte, et ça continuera jusqu'à aujourd'hui, puisque le dernier roi arabe, c'est celui du Bahreïn qui s'est fait introniser moins récemment. Mais l'Égypte n'a pas été invitée à Lausanne, donc ça montre bien la faiblesse de son statut international. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va appeler les partis minoritaires vont discuter et négocier durement avec le roi Fouad la constitution égyptienne. Fouad veut une vraie monarchie disposant de tous les pouvoirs, selon les pratiques de sa dynastie, tandis que les partis veulent une vraie monarchie parlementaire. Ça aboutira à la constitution égyptienne du 20 avril 1923, qui partage les pouvoirs entre la monarchie et le Parlement. Dans la foulée, l'Égypte établit ses premières ambassades en Europe. Le 7 septembre 1923, Saad Zarloul revient en Égypte, toujours dans un immense accueil populaire.